Je vais faire un petit tour de table rapide pour vous présenter chacun. Éric Gherardi, vous êtes président de l'ICES, l'Institut catholique de Vendée, qui se situe à La Roche-sur-Yon. Guillaume Jean, vous êtes le président directeur général de Vendée Expansion. Karen Alétru, vous êtes la directrice de Vendée Tourisme, qui fait partie de Vendée Expansion. Nathalie Gambi, vous êtes PDG d'Océplast depuis 2023. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Océplast, la mission et le travail d'Océplast? Bien sûr. Alors, Océplast, on est une entreprise de plasturgie basée à Esnay. Notre métier, c'est la transformation du plastique par procédé d'extrusion. Ouais. Donc, on fabrique des profilés. Et on a deux grands secteurs d'activité. 80% de notre chiffre d'affaires, on réalise des produits à notre marque qui s'appelle Océwood. C'est des clôtures, du bardage fabriqués avec du PVC recyclé, de l'anadelin vendéen. Et puis une autre partie plutôt sur du B2B industriel pour des industries qui ont besoin de nos profilés. Très bien, c'est très clair. Merci Nathalie. Patrick Rangeard. Patrick, vous êtes le dirigeant de la confiserie Pinson. Je ne vais pas présenter la confiserie Pinson, sinon je vais vous faire offense. Laurent Sausset, vous êtes le directeur général de Vendée Habitat, donc le logement public. Et puis Olivier Joachim, juste à côté de moi, vous êtes le directeur régional de l'Action Logement en Pays de la Loire. Merci à tous de faire partie de cette première table ronde. Ma première question sera à Guillaume Jean. Prenez le micro, Guillaume. Vendée Expansion, donc, accompagne les projets de développement, d'aménagement, à la fois des collectivités locales, mais aussi des porteurs de projets. Vous avez une vue d'ensemble, en fait, sur le territoire vendéen. Je vais vous poser la question telle quelle. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Est-ce que vous pensez que la Vendée est attractive et dynamique? Vous allez me dire oui, forcément, vous êtes obligé. C'est vrai que si on veut gagner du temps, je peux dire oui, puis je peux passer. Et puis on finit, et voilà. Alors, non, mais avec votre regard surtout. Juste pour compléter, donc Vendée Expansion, on a deux missions. On a une mission en effet d'aménageur, d'accompagnateur des collectivités, des entreprises sur des projets d'aménagement de foncier et d'immobilier. Et puis on a également une mission qui nous est confiée par le département et qui vise à promouvoir la destination Vendée. Alors, plutôt d'un point de vue touristique, et Karen complétera cette partie-là d'un point de vue très opérationnel. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on parle d'attractivité, et ça a été un peu dit tout à l'heure, nous on est tombé dans la marmite quand on était petit, ou on est venu en Vendée, etc. Mais donc on est très conscient de l'écosystème et de l'environnement dans lequel on travaille, avec la résilience. On n'a pas parlé de résilience tout à l'heure, mais je pense que c'est un élément qui est aussi fondamental, en particulier en temps de crise. Et nous, notre mission est de promouvoir la Vendée, on veut savoir, c'est un peu comme vous, d'ajuster notre message aux cibles qu'on vise, de savoir comment est-ce que les Français perçoivent la Vendée. Et c'est assez intéressant. Alors, c'est pas très récent, ça fait 2-3 ans qu'on avait lancé cette étude au département. Et il y a quelques constats que je voulais partager avec vous parce que je trouve qu'ils sont riches d'enseignements. Alors peut-être qu'on refera dans quelques mois ou dans quelques années cette étude pour voir si les choses bougent. Mais quelques points saillants. D'abord, un point, c'est qu'on a un capital confiance assez incroyable. Les Français connaissent la Vendée. Et pour eux, ils identifient la Vendée à son cadre de vie, à son dynamisme économique, bien sûr au tourisme, mais pas que. Et en fait, c'est quoi le mais pas que? Justement, c'est parce que en fait, il y a des départements en Vendée, on ne vend pas que des vacances. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de départements qui misent leur développement, par exemple, uniquement sur le tourisme. Oui. Il y a des départements comme l'Ardèche qui ont beaucoup perdu, qui avaient une industrie florissante à la fin du 19e siècle, etc. Et puis qui aujourd'hui se retrouvent coincés et finalement n'arrivent qu'à gagner en attractivité que par le tourisme. Et en Vendée, on le sait bien au quotidien, c'est que évidemment on a le tourisme, mais on a aussi notre dynamisme économique, notre cadre de vie, et puis la Vendée est aussi réputée comme un environnement sûr. Et donc, évidemment, ce que je veux dire par là, c'est que l'attractivité du département, si elle est bonne pour les touristes, elle est aussi bonne pour les entreprises. D'accord. Et ça, c'est important. Et puis, je rajouterais une chose. Alors, c'est quand on parle de la Vendée aux Français, le premier mot clé qui sort, c'est plus du fou.
Voilà, faut le savoir. C'est pas les Sables d'Olonne. Voilà. C'est pas le Vendée Globe. C'est pas le Vendée Globe non plus. D'accord. Voilà. Et puis également du coup, la conclusion de cette étude-là, c'est de dire que la Vendée n'a pas un déficit de notoriété. Donc l'objectif, c'est pas de faire connaître la Vendée, c'est plutôt faire en sorte que la Vendée soit préférée à d'autres lors des choix. D'accord. Alors pour moi, ça va être des choix de touristes plutôt préférés la Vendée que le Morbihan. Mais pour des entreprises, c'est aussi des enjeux. Donc le département, et là, avec ma casquette Vendée Expansion et avec ma casquette départementale, notre mission, c'est aussi de faire, globalement, que la Vendée soit préférée aux autres, et moins à ce qu'elle soit connue tout court. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a une pluralité de connaissances de la Vendée. C'est-à-dire vous disiez, on sait pas que... Moi, je pensais foncièrement au tourisme, mais non, pas que ça. Bah, tout à fait. Même l'écosystème économique, la Vendée est connue pour ça. Tout à fait, et ça, c'est très important. Karen Alétru, en tant que directrice de Vendée Tourisme, est-ce qu'on peut considérer que la Vendée est une marque? Et si c'est une marque, qu'est-ce qu'on met derrière? Alors oui, évidemment, hein, la marque Vendée est très puissante et justement, c'est vraiment un atout pour le tourisme vendéen. Notre rôle, nous, c'est vraiment de capitaliser sur cette marque qui est synonyme de qualité, d'innovation, d'authenticité. Là, l'aventure avec l'Artistic Art vient de se terminer hier soir avec un concert au Hara. Et ce qui est vraiment ressorti de la part de tous les marcheurs qui sont venus de toute la France... 1500 personnes au concert hier soir. Exactement. C'est justement cet accueil vendéen, cette simplicité, cette humilité, cette authenticité. Et là, je suis très heureuse de m'adresser face à des dirigeants aujourd'hui. Et je pense notamment à tous ceux qui ont investi dans le tourisme. L'offre a énormément évolué en 10 ans, mais toujours en préservant cette âme, ces valeurs de la Vendée. Et ça, c'est vraiment la force de la Vendée. Moi, je voudrais vous donner quand même quelques chiffres sur le tourisme vendéen aujourd'hui. Une note vraiment très positive. Les derniers chiffres, nous sommes aujourd'hui 4e département touristique français. Après qui? Alors, il y a Paris, le Var, l'Hérault. Alors, on peut être en 5e position après la Charente-Maritime, mais là, aujourd'hui, avec un peu plus de 36 millions de nuitées par an, on se situe en 4e position. Donc, le tourisme se porte plutôt bien en Vendée. Voilà, grâce... Je pense qu'une des forces, c'est vraiment la diversité de cette offre. En 10 ans, je pense notamment à l'hôtellerie. L'hôtellerie 4 étoiles a été multipliée par 2. Aujourd'hui, on a 16 hôtels 4 étoiles en Vendée. Il y a 10 ans, on en avait 8. Je pense à l'hôtellerie plein air. Nous sommes aujourd'hui le leader national en France. On a 306 campings, donc on a moins de campings qu'avant, mais les campings sont montés en gamme. On a une vraie montée en gamme. On a 25 campings 5 étoiles. On a des resorts de plein air. Donc il y a eu un vrai investissement de qualité. Chaque année, on a des entrepreneurs qui investissent dans le tourisme. Des entrepreneurs dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur du nautisme, et qui investissent en Vendée parce qu'ils aiment la Vendée, parce qu'ils sont vendéens, et donc on a un équipement de qualité. Ma question. Ce sont des entrepreneurs vendéens ou c'est des entrepreneurs qui viennent de l'extérieur? Alors, on a beaucoup d'entrepreneurs vendéens, notamment qui investissent dans l'hôtellerie. On a aussi des investisseurs qui s'installent chez nous. Et qui s'installent chez nous, pourquoi? Parce que justement, alors on est un des départements les plus touristiques de France. On sait accueillir. Voilà. Aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance positive. Et chaque année, on a des investisseurs qui investissent dans l'hébergement, dans le loisir aussi en pleine évolution. Plus de 300 sites de loisirs en Vendée. Vous parliez du Puy du Fou, Guillaume-Jean, 3 millions de visiteurs chaque année. On a plutôt des sites qui se portent bien parce qu'ils ont su justement créer des animations, créer des événements. C'est aussi important en Vendée. Il faut absolument réussir. On parle des défis aussi de demain. On est là aussi pour parler de ça. Il y a 10 ans, la Vendée, c'était 80% de fréquentation l'été, juillet, août. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, on est à 60%. Donc il y a quand même un lissage sur l'année grâce à la conquête de nouvelles clientèles. Et là, on peut faire beaucoup mieux tous ensemble. Je pense qu'il faut aller conquérir, et depuis 2022, grâce au département de la Vendée, on a mis en place un nouveau schéma départemental du tourisme, et on va chercher les clientèles internationales. Aujourd'hui, il ne faut pas obligatoirement accueillir plus de touristes en Vendée, mais générer plus de retombées économiques par visiteur. La clientèle internationale, c'est aussi un levier de croissance. Donc on va nous conquérir, on va développer l'attractivité de la Vendée aussi à l'international, puisque comme Guillaume-Jean le disait, sur la notoriété en France, on a un bon indice de notoriété. En revanche,
il y a un vrai levier de croissance auprès des clientèles internationales. On va revenir évidemment sur le tourisme et l'attractivité vendéenne avec vous, Guillaume et Karen, mais je voudrais parler du logement. Forcément, on a parlé des nuitées. Je vais vous donner le... Oui, merci Nathalie. Olivier Joachim, qui dit attractivité dit forcément la question du logement, et Dieu sait qu'elle est importante sur les différents territoires et pas qu'en Vendée. Est-ce qu'on a une vision d'ensemble du logement en Pays de la Loire et ensuite faire un focus sur la Vendée? Et je donnerai la parole à Laurent Sausset sur la partie publique après. Alors oui, petite précision pour rappeler ce qu'est Action Logement. Absolument, pardon, je vous ai pas demandé. Action Logement, c'est tout simplement l'évolution de ce qu'était le Covécole depuis 1953. C'est-à-dire, c'est l'outil des entreprises, des partenaires sociaux, du MEDEF, pour faire le lien entre l'emploi et le logement. Ça veut dire que c'est un outil qui a vocation à accompagner les entreprises et à accompagner le logement des salariés. Voilà, c'est un outil qui accompagne 800 000 salariés par an, qui collecte des fonds auprès des entreprises, c'est 16 millions d'euros sur la Vendée, et qui redistribue ces fonds. L'année dernière, en 2025, c'est 20 millions d'euros qui ont été redistribués sur le département. Voilà. La question du logement dans l'attractivité, oui, on l'a évoqué, c'est la thématique. Évidemment que c'est une question que le logement est un facteur d'attractivité. Le simple exemple, pas de tourisme sans saisonniers du tourisme et sans cette capacité à loger les saisonniers. Donc on a un département qui est effectivement un des plus dynamiques. On est dans une région dynamique, il faut le dire. La région des Pays de la Loire est une région plutôt dynamique, mais on est dans un département qui est particulièrement dynamique. 5,4% de taux de chômage quand on est à 7,4% au national. 19% des entreprises du département. Une progression de la collecte de fonds d'Action Logement, c'est-à-dire quelque chose qui est basé sur la masse salariale, de 20% sur les 3 dernières années. Donc un dynamisme. Mais ce dynamisme, il se freine, il peut être freiné par la capacité à loger les salariés des entreprises et aux entreprises à recruter. Lorsqu'on a interrogé avec la CCI de Vendée en début 2024 les entreprises sur quels sont les freins au recrutement que vous constatez. Le frein, exactement. Ouais. Le frein logement. C'est le premier frein. C'est le deuxième, très précisément. C'est le deuxième. Le premier, c'était le manque de compétences sur le bassin d'emploi. D'accord. Ensuite, il y avait le troisième, c'était des sujets de formation. Mais manque de compétences sur le bassin d'emploi, ça veut dire qu'il faut recruter à l'extérieur, et ça veut dire qu'il va falloir pouvoir loger ses salariés. Et ce frein du logement, donc il apparaissait en deuxième position. Je disais 19%, si je veux illustrer les difficultés liées au logement. 19% des entreprises en Vendée, 14% des demandeurs de logements sociaux en France, et seulement sociaux de la région. Seulement, le parc social du logement social en Vendée, il ne représente que 10% de la région. Je vois Laurent faire oui. Laurent confirme, et il en parlera effectivement plus en détail que moi. Mais ce qui veut dire que ce décalage entre les demandeurs de logement, dont un tiers sont des salariés des entreprises, 70% de la population française est éligible au logement. Aujourd'hui, dans le logement social, on loge en zone B1, à Chaland, à La Roche, au Sable, on va pouvoir loger des techniciens, des jeunes en début de carrière, des infirmiers, des chefs de rayon. Donc, quand on a ce décalage entre la capacité à loger et la demande, eh bien, effectivement, ça veut dire qu'on peut freiner des emplois, on peut freiner des recrutements, on peut perdre des salariés, des compétences pour les entreprises. Laurent, sur la partie Vendée Habitat, donc on est vraiment sur du public. Je voyais faire ça de ce que disait Olivier. Vous êtes d'accord avec ça? On a encore du chemin à faire. On a une marge de progression. Oui, je partage totalement le constat et les chiffres évoqués par Olivier. Ce chiffre témoigne de deux choses. Un fort dynamisme de la Vendée, donc une nécessité de rattraper, et en même temps une politique nationale du logement qui aujourd'hui est quasi invisible. Quand vous dites, pardon, Laurent, je vous coupe, quand vous dites une nécessité de rattraper, mais de rattraper quoi? Un solde démographique positif pour la Vendée, donc qui implique une production de logements publics, mais pas seulement. Rappelons quand même que on est sur le global, logement, bien sûr. C'est un tout, et bien souvent le logement public s'adosse à des programmes privés. C'est la mixité qui en fait tout l'intérêt.
Une politique nationale qui aujourd'hui est peu visible, et ça fait déjà un certain nombre d'années que c'est le cas, ce qui signifie aujourd'hui que le logement public, et Olivier le rappelait, qui concerne quand même plus de 70% des Vendéens également, il est surtout adossé au fort volontarisme des collectivités locales, des maires, et en l'occurrence en Vendée du conseil départemental qui s'est investi massivement pour permettre la production de logements. Ça, c'est le premier point. Et puis la destination de ce logement public en faveur des salariés, des actifs. Donc c'est une capacité effectivement d'accompagnement du monde économique. Olivier le rappelait au travers de la mobilisation d'Action Logement, c'est une évidence sur le territoire national. En Vendée, le conseil départemental, c'est 35 millions d'euros qui ont été consacrés à la production de logements. C'est une somme particulièrement importante. 1 euro investi par le département dans le logement social, c'est 8 euros qui se sont retraduits dans l'économie globale. C'est 240 millions d'euros qui aujourd'hui ont été mobilisés principalement au profit d'entreprises vendéennes au travers de 90% des marchés publics qu'ont déployé les équipes de Vendée Habitat. Donc c'est un effet à double niveau, l'attractivité des entreprises, mais c'est aussi l'activité des entreprises directement. Merci. On reviendra sur le logement tout à l'heure. Éric Gherardi, je voudrais qu'on parle de la jeunesse avec vous, par l'intermédiaire de l'ICES. J'avais une question un peu cash. Les étudiants... non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Les étudiants qui viennent à l'ICES, ils viennent pour la formation qui se passe à l'ICES ou ils viennent parce que l'ICES est en Vendée? Les deux, mon capitaine. Vous n'avez pas 4 heures. Je sais qu'on est en plein partiel, mais vous n'avez pas 4 heures. Il y a dans l'histoire de l'établissement la volonté de donner aux jeunes Vendéens la possibilité de faire des études en Vendée. Donc, ouvrir l'ICES aux jeunes Vendéens, c'est une priorité et ça reste une priorité pour l'établissement. Nous avons des jeunes qui viennent, évidemment, le déterminant du choix d'un établissement est presque aussi varié qu'il y a d'étudiants. Mais vous avez des étudiants qui viennent à l'ICES parce qu'ils n'auraient pas la possibilité d'aller faire des études ailleurs. Ça continue, ça. Ah, d'accord. À l'ICES, okay. Nous avons 37% d'étudiants qui sont boursiers sur critères sociaux. D'accord. C'est-à-dire plus que dans l'université publique. Nous avons pour cela des droits de scolarité qui sont modulés, qui permettent à... On n'attend pas des bourses d'État qui sont très largement insuffisantes pour... Voilà. Nous avons un fonds propre. Et il y a d'ailleurs des entreprises vendéennes, et il y en a par ici, aujourd'hui je les remercie. S'il y en a d'autres qui veulent se joindre à elles, elles sont les bienvenues. Mais il y a des entreprises qui financent des études. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux entreprises qui sont partenaires de l'ICES pour ça, donnez votre argent, il sera bien employé. On leur dit, voilà, si vous voulez aider un étudiant, on peut vous proposer un étudiant qui vient de perdre son père et qui est en grande difficulté pour poursuivre ses études, un étudiant qui nous arrive, un étudiant chrétien du Liban qui a dû fuir, etc., etc. Et on établit un lien personnel entre cette entreprise et l'étudiant. Donc, il y a toujours cette idée que, et ça se traduit de manière concrète, c'est par le fait qu'on ouvre l'établissement de plus en plus tôt, on ouvre l'établissement à 7 h du matin, parce que nous avons un nombre très important d'étudiants qui arrivent par le car. D'accord. Le transport scolaire, ils prennent le car à 6 h 30 dans leur village et ils arrivent à la gare routière à 7 h. Juste en face. On leur ouvre l'établissement pour qu'ils puissent au moins être au chaud, au moins être à l'abri. Et ça, c'est une réalité de l'ICES. Donc, tous les Vendéens doivent pouvoir faire leurs études à l'ICES. Et évidemment, l'ICES maintenant est rentré à la conférence des grandes écoles. Oui. L'ICES a un certain nombre de formations particulièrement emblématiques qui font que nous avons un recrutement qui est un recrutement au minimum national, mais nous avons maintenant, nous devenons un établissement de référence pour des familles françaises vivant à l'étranger. D'accord. Nous avons multiplié par 2 à la dernière rentrée le nombre d'étudiants de l'ICES dont les parents vivent à l'étranger, français ou pas français d'ailleurs. Donc, il y a évidemment d'autres populations qui viennent à l'ICES, mais nous sommes très fiers de ça, parce que c'est aussi parce que nous avons des étudiants qui viennent de très loin, avec des familles, il ne faut pas se le cacher, qui ont des moyens financiers plus élevés, que nous pouvons permettre à n'importe quel jeune Vendéen de faire ses études à l'ICES, même avec aucune capacité contributive.
Il y a à l'ICES, vous avez, alors je crois que c'est un projet, le projet de l'école d'ingénieurs sur les métiers de l'eau au Sable de l'Homme, et vous avez aussi mis en place une maîtrise de droit social pour créer, mais je crois que aussi vous avez pour les conférenciers, des guides conférenciers, vous mettez en place ce genre de formation, c'est ça? Est-ce que vous mettez ces formations-là? Est-ce que vous créez des écoles, notamment l'école des sables, sur les métiers de l'eau, parce que c'est une demande des entreprises? Oui, absolument. La professionnalisation fait partie des principes fondamentaux des études à l'ICES. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne vient pas là pour faire des études. On vient là pour acquérir une maturité. On vient là pour acquérir une formation qui va permettre d'occuper un emploi. On n'est pas là pour être sur un parking en attendant de trouver un autre parking. On est là pour être sur une rampe de lancement. Et quand vous parlez de la licence guide conférencier, nous avons tout simplement été contactés par des organisateurs internationaux de voyage qui faisaient qui n'avaient plus de guide conférencier avec la culture historique suffisante pour faire visiter un certain nombre de monuments en France. Et donc, nous avons fait en sorte que, puisque pour faire visiter un monument en France en étant guide officiel, il faut avoir une licence professionnelle de guide conférencier. Si vous n'avez pas ce diplôme qui est une licence professionnelle, vous ne pouvez pas avoir auprès d'une préfecture la carte professionnelle qui vous permet d'être un guide officiel au château de Versailles, au Mont-Saint-Michel, ou que sais-je. Et donc, quelqu'un qui en France sort avec un master d'histoire, Bac plus 5, n'a pas le droit d'être guide conférencier dans un monument historique. Donc nous avons monté ce diplôme de licence professionnelle pour permettre à nos étudiants qui ont le master d'histoire d'avoir en plus la licence professionnelle. Donc, quand on vient à l'ICES faire des licences d'histoire ou un master d'histoire, c'est pas simplement pour faire de l'histoire. C'est aussi pour travailler dans le domaine historique. Évidemment, on peut devenir professeur d'histoire, mais on peut aussi devenir guide conférencier. On peut aussi travailler à la valorisation de monuments historiques, travailler à tout ce qui, de près ou de loin, va quelque part commencer par « Il était une fois ». Et faire vivre un monument historique, ça s'apprend à l'ICES. C'est pour ça que vous dites sur le site de l'ICES, faire de l'étudiant un adulte responsable et rapidement employable. Rapidement employable. Nous avons plus de 80% de nos étudiants qui sont en CDI moins de 3 mois après leur diplôme. Ok, d'accord. Et ça reste une volonté de l'ICES, d'abord de faire en sorte que quelqu'un qui s'est formé à l'ICES trouve très rapidement de quoi vivre, parce que l'autonomie économique, c'est le seul moyen d'être un adulte responsable. Et c'est aussi une façon de faire en sorte que les familles qui confient leurs enfants pour être formés à l'ICES ne soient pas formés à l'ICES en attendant de faire une autre formation pour trouver du travail. Oui, c'est pas un sas de décompression. C'est pas un sas de décompression, c'est au contraire un stage où on apprend parfois des choses très basiques. On réapprend à écrire, pour certains. On apprend un certain nombre de codes sociaux. Et surtout, on va s'inscrire dans un réseau. Nous avons 11 000 anciens étudiants. Avec un réseau, aujourd'hui, nous avons 7 000 étudiants sur notre base, sur un site d'anciens. Et c'est le réseau de ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que quand on arrive à l'ICES et qu'on n'a pas la chance d'avoir une famille qui connaît un tel ou un tel ou un tel pour avoir un stage, eh bien, le réseau des anciens fait le travail. C'est très vendéen, ça, le réseau. Absolument. C'est pour ça que l'ICES est en Vendée. Vous avez bien répondu à la question. Merci. On reviendra sur l'ICES tout à l'heure. Nathalie Gambi, est-ce que vous pouvez prendre... Ah bah super, vous avez un micro. Nathalie, je voudrais avoir votre point de vue parce que vous n'êtes pas vendéenne. C'est un problème. Non, c'est pas vrai. Non, justement, vous avez pris la pression. Vous avez repris OCPLAS en 2023. Vous avez travaillé à Paris, à l'étranger aussi. Pas du tout dans le secteur, d'ailleurs, de l'entreprise que vous avez reprise. Quelle est votre vision? Quand vous êtes arrivé il y a 3 ans en Vendée, qu'est-ce qui vous a surpris dans le réseau vendéen? On parlait du réseau, on parlait du terreau vendéen, de l'écosystème économique vendéen. Qu'est-ce qui vous a surpris? En bien et en mal, d'ailleurs. Beaucoup en bien, quand même. Oui, alors moi, j'arrive de Nantes, donc j'arrive des ZAD. Voilà. Et effectivement, je travaillais avant dans des domaines qui n'avaient pas grand-chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et ce qui m'a d'abord fait arriver, finalement... sur la Vendée, c'était le projet d'OCPLAST et l'ambition en fait qu'avait cette entreprise et le potentiel d'innovation, d'éco-responsabilité, etc. Donc tout ça, c'est des sujets qui m'ont parlé.
Et c'est vrai que moi, mes connaissances à Nantes me disent avec des grands yeux, j'ai l'impression de traverser, d'aller sur une autre planète tous les matins. Bon, tu vas travailler en Vendée, donc on n'est quand même pas très très loin, hein, mais c'est comme si je rentrais dans un autre monde. Donc ça, déjà, vu de ceux qui sont en Loire-Atlantique, c'était assez amusant. Et c'est vrai que... Mais on vous avait prévenu? Ah ben, on le sait quand même. Enfin, on parlait tout à l'heure un peu de la notoriété de la Vendée, de la marque Vendée. C'est vrai que, évidemment, c'est une destination de tourisme et on la connaît beaucoup pour ça. Mais la Vendée est quand même connue en France et notamment à Nantes pour être dynamique, un peu secrète, un peu tout ça. Donc c'est comme si, c'est comme si on allait dans un territoire un peu inconnu et qu'on partait à l'aventure. Donc moi, forcément, mon premier regard et mes premières envies, en fait, c'était de me dire, je deviens dirigeante d'une entreprise vendéenne. Je suis pas vendéenne, même si j'ai quand même un peu de sang vendéen qui coule dans mes veines aussi. Attendez, voilà. Et ça m'amuse beaucoup parce que, d'ailleurs, quand même, pour la petite blague, mais quand il y a des partenaires potentiels qui viennent me rencontrer, ce qui est assez fréquent, le rendez-vous, une fois qu'on a pris un café, commence toujours par m'expliquer en quoi ils ont un lien de près ou de loin avec la Vendée. Et je crois que c'est ça. Donc, comme si c'était une espèce de passeport pour pouvoir travailler en Vendée. Donc voilà, j'ai le passeport. Mais vous m'avez dit aussi que quand vous... Il y a qu'ici qu'on dit... est-ce que la première question, c'est est-ce que c'est vendéenne? Oui, moi, à Paris, jamais personne m'a dit, vous savez, moi, je suis parisien. À Nantes, jamais personne m'a dit, moi, vous savez, je suis un Nantais pour souche. Déjà parce qu'en fait, c'est des terres d'accueil. Enfin, il y a des gens qui viennent de partout, en fait. Donc, c'est effectivement pas du tout par là qu'on commence les discussions dans ces pays-là. Donc voilà. Donc moi, ça me fait toujours beaucoup sourire et je mets les gens très très à l'aise aussi. On se dit, vous savez, moi non plus, en fait, je suis pas vraiment vendéenne. J'avais jamais mis vraiment le pied en Vendée avant de travailler chez Océplace. Donc voilà, ça c'est le premier regard. Et en fait, moi, ma volonté, ça a été de me dire, je suis dirigeante en Vendée. J'ai besoin de comprendre le territoire. J'ai besoin de m'imprégner aussi de ce qui fait la force de la Vendée. J'ai besoin de comprendre et j'ai besoin de rencontrer les acteurs de la Vendée et d'autres dirigeants aussi comme moi. Et donc, le réflexe, c'est quoi? C'est de rentrer tout de suite dans des réseaux d'entreprendre, de rencontrer d'autres entrepreneurs? Oui, alors l'été même où je suis arrivée, je suis rentrée tout de suite au MEDEF. On s'est rencontrés avec Samuel et puis assez vite... voilà, je suis rentrée parce que forcément, c'est une porte d'entrée. Je voulais rentrer dans un club APM. J'aurais pu faire le choix d'être dans un club APM à Nantes, vachement plus facile. J'ai au moins une journée par mois. Je suis proche de la maison. Mais non, pour moi, c'était une évidence, en fait, de venir dans un club APM en Vendée et pas ailleurs. Patrick Rangeard, la confiserie Pinson. Je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi vous êtes en Vendée. Parce qu'au début, la confiserie Pinson, quand vous l'avez reprise, elle n'était pas en Vendée. Elle était à Nantes. Bonjour Adèle. Bonjour. Oui, je suis né aux Herbiers, donc j'ai le passeport. Ah donc tout va bien. Tout va bien. Très bien. Voilà. Oui, alors je vais vous expliquer cette histoire. Qui est très symptomatique. Hein. Oui, je sais pas. Si. Ça va faire plaisir à quelques élus. Je rachète la confiserie Pinson qui est née en 1895 à Nantes, donc, et qui fabrique du berlingot nantais. On est en 2009. Et je sais en 2009 que je ne pourrais pas rester sur le site industriel sur lequel j'étais. Je n'ai pas racheté les murs. J'étais sûr que j'allais devoir faire un nouveau site. Il n'était pas adapté, c'était compliqué. Agrandir aussi? Agrandir et puis le mettre aux normes. C'est un ancien bâtiment de mécanique qui avait été adapté pour faire de l'agroalimentaire, mais mal adapté. Et donc en 2009... Je fais les berlingots nantais, même si je suis vendéen, je ne me voyais pas quitter la Loire-Atlantique. Et en 2009, donc, j'appelle la mairie de Nantes, Jean-Marc Ayroux à l'époque, il faut donner des noms quand même, et je lui demande, à ses équipes, parce que lui, on ne l'a jamais, bien sûr, et donc je demande à ses équipes s'ils peuvent me trouver un terrain. Je voulais plutôt être au sud de Nantes, j'habite les Herbiers. Donc vous vouliez rester à Nantes? Oui, je voulais rester à Nantes parce qu'il y avait le berlingot nantais. Donc c'est comme si je faisais de la brioche vendéenne en Corrèze, ça n'a pas de sens. En Ardèche.
ou en Ardèche, si vous voulez. Et donc, je me suis dit, je vais rester à Nantes, et donc il me faut un terrain sur Nantes, plutôt au sud, parce que moi j'habite les Herbiers, ça m'éviterait de passer le sacré pont là qui est pénible. Et donc j'ai rencontré, j'ai rien compris, parce que j'ai rencontré 3 structures différentes. Alors Nantes Métropole, je crois, le Loire, je sais plus quoi, puis une autre. Je sais pas trop. J'espère qu'il n'y a pas trop de Nantais dans la salle. Ah ben ils vont être servis. Et donc. Bienvenue. Voilà. De toute façon, on est en Vendée. Donc, il y en a, On est à Aubigny. quelques-uns qui viennent, mais c'est quand même assez rare. Ils ont du mal à passer la Loire. Et donc, en fait, j'ai rencontré ces gens. Puis en fait, ils m'ont mené en bateau pendant 6 mois. Ils n'avaient pas de terrain, oui peut-être. Alors ils avaient un terrain. On est en 2010. Hein, Ah oui, non. à l'époque. Ils avaient peut-être un terrain là où s'est fait le mine. Alors, le mine a dû ouvrir en 2019. Vous seriez déjà encore en train Vous voyez le d'attendre. chantier? Oui, je serai encore là-bas. Ouais. Et donc, comme à un moment, j'en ai eu marre. J'ai dit, c'est pas possible, ils me prennent pour un abruti. Je comprenais rien à leur truc. Ils s'occupaient de machin, un truc. Donc, j'appelle notre président du conseil départemental de l'époque. Alors, c'était soit Bruno Retailleau, soit Philippe de Villiers. C'était Bruno Retailleau. Ok. Et donc, je lui expose le sujet et je lui dis, est-ce que tu peux me trouver un terrain alors, au nord de la Vendée, parce que je voudrais bien que mes salariés, ils aillent quand même si c'est des Nantais, ils aillent quand même travailler au nord de la Vendée. Il me dit, écoute, on va regarder, je vois avec Vendée Expansion. Le lendemain, donc 24 heures après, j'avais au coup de fil un monsieur qui s'appelle... Antoine Chéreau, je crois, c'est ça, ouais. Et donc, il était maire de Montaigu à l'époque. Et donc, il me dit, écoutez, on ne se connaissait pas, hein, on va s'occuper de ça, etc. J'ai dit, oui, mais ça urge, parce que moi, ça fait 6 mois que Nantes me mène en bateau. Il faut que je déménage en mai 2011. J'ai un bail qui court, parce qu'en mai 2011, il faut que je déménage. Donc là, on est rendu, on était en mars 2010. Donc, il fallait avoir le terrain, construire, etc. Et il me dit, bon, ben oui, je comprends, etc. Le lendemain, je visite avec lui le terrain. J'ai dit, bon, ben ça me convient. Ouais, il est à peu près plat, ça va, il est bien placé. Très bien, un peu cher. Enfin, bon, Gondolé on un verra peu, ça. mais bon, vous avez négocié. Oui. Ah. Et donc, je lui dis, mais alors, mais le PC, pour combien de temps? Il me dit, si vous avez le PC en 8 jours, est-ce que ça marche? Je lui dis, non, mais le PC en 8 jours, on me prend pour un... Trop rapide alors, ça veut dire quoi? Vous prenez pour un... Non, mais 8 jours, ça n'a jamais vu. C'est impossible. Et vous le l'avez PC eu en en 8 jours? Oui, en 8 jours, vous aurez le PC. Il faut voir à la préfecture, tout ça. Je lui dis, il me prend pour un lapin de 6 semaines, quoi. Donc, et 8 jours après, j'avais le PC. Donc vous étiez obligé de venir en Vendée. Non, mais je ne pouvais pas faire autrement. En plus, ça m'arrangeait à moitié personnel. Enfin, voilà. Donc, je veux dire... Non, mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, effectivement, les entrepreneurs vendéens sont dynamiques, mais on a aussi des élus qui nous comprennent. Alors, c'était ça. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Antoine. C'est pas du discours, quoi. Enfin, il le dit, mais il y a des faits. Voilà. Moi, je peux en témoigner. Je ne savais pas qu'il était là. Hein. Je n'ai plus besoin de terrain, Antoine, ça va, j'ai ce qu'il faut, tout va bien. Voilà, donc, là, vraiment... C'est la combinaison entre le monde entrepreneurial et le public. Je pense qu'ils nous comprennent davantage, en tout cas des Nantais. Je ne connais pas les autres, mais les Nantais, c'est une catastrophe. Mais bon, on n'empêche pas que la ville de Nantes, ça se porte bien. Hein. C'est pas le débat, c'est pas le sujet du jour, Patrick, on est d'accord, hein, on fera autre chose avec ça. Okay. Non mais la question, et je tire le fil, comment les salariés de la confiserie ont pris le changement? J'en ai perdu la moitié. Parce que le Nantais, il est un peu comme le Vendéen, il doit être un peu casanier, il reste à Nantes. Donc celui-là, il n'est pas venu. Et puis comme ça a mis 12-18 mois quand même pour se faire, à chaque fois que je recrutais, une fois que j'avais décidé de partir, à chaque fois que je recrutais un Vendéen. Pourquoi? Parce que un an après, on déménageait, comme ça, il était sur place, si vous voulez. Oui, mais est-ce que au-delà de ça, est-ce que c'était parce que le Vendéen a un tempérament ou un caractère je reste sur l'entrepreneuriat. Alors on n'a pas 2 heures. C'est un autre sujet, là. Oui, alors... Non, mais vous l'avez constaté au quotidien. Oui, je l'ai constaté. Ah oui, d'accord, oui. Oui. Oui, parce que j'ai vécu 3 ans à Nantes avec des salariés nantais. Alors, ça va encore pas être facile pour eux, hein, mais... Non, mais on les aime, mais... Ils les aiment bien, mais on préfère les Vendéens. Parce que je pense que le Vendéen, il a la notion du client, il sait ce que c'est que le travail. Il vient pas que pour travailler, je crois. Il vient parce que il s'intéresse à ce qu'il fait, il participe à ce qu'il fait, il peut donner des avis, des idées. Je pense que les dirigeants, les cadres, l'encadrement les écoutent, tiennent compte de leurs idées. Et
Moi, ce que j'ai vécu à Nantes, alors à Nantes, il y avait 20 personnes, hein, donc c'est pas représentatif. Hein. Mais moi, j'ai vu des gens, ils arrivaient au boulot pour arriver au boulot. Je vous ai expliqué, je crois ça que vous voulez que je vous dise, oui. J'avais un gars de maintenance. J'avais un gars de maintenance à Nantes. À un moment, c'est pour vous donner l'état d'esprit. Une machine de conditionnement était en panne. Et donc, il finissait à 16h. Je me rappelle de ça. Un exemple. C'était encore comme si c'était hier. Il finissait à 16h. Moi, j'arrivais d'entreprise Vendaine à la boulangère. Hein, ça bosse. Bon. Et donc, la machine était en panne. Et donc, 16h, il s'en va. Il me dit, bon, ben, je viendrai demain réparer la machine. J'ai dit, mais le personnel de conditionnement, là, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je sais pas, moi, je suis à la maintenance. Je finis à 16h. Il est 16h, je m'en vais demain matin à 8h. Ok. Mais jamais j'ai ça en Vendée, moi. D'accord. Tout le monde, personne n'a ça en Vendée. Le gars, il est en panne, il sait que c'est important pour l'entreprise, qu'il y a des salariés qui sont autour et qui ont besoin de travailler. Et s'il fait ça, il perturbe tout le monde, y compris les clients, et donc il reste jusqu'à ce que ce soit réparé. Et puis il récupère après, on s'arrange, voilà. Donc ça c'est la culture vendéenne. Moi, j'ai pas retrouvé ça à Nantes, mais ça existe probablement aussi un peu à Nantes quand même. Oui, mais en Vendée, on a beaucoup ça quand même. Donc les gens, c'est pas la même culture au travail. Voilà. D'accord. Merci Patrick. Et donc ça permet d'être plus compétitif pour les entreprises. D'accord. Je le dis à des Vendéens qui parfois n'ont pas d'entreprise ailleurs qu'en Vendée et qui ne mesurent pas toujours ça. Moi je l'ai vécu, ça change la performance de l'entreprise. Hein. Le fait que quoi? Le fait d'avoir des gens impliqués. Qui viennent, parce que ce que vous disiez, qui viennent pas que pour le boulot. Oui, qui viennent ils sont impliqués, ils s'intéressent, ils ont des idées pour faire mieux, pour faire plus, ils nous aident. Ils sont force de proposition. Ils sont force de proposition et ça permet d'être plus compétitifs. D'accord. Et c'est en partie, je pense, qui explique. Il n'y a pas seulement. Les élus sont très bons aussi. Hein. Il y a aussi ce qui explique qu'on est meilleur en Vendée qu'ailleurs. Il est bon, hein. Il est très très bon. Je voulais qu'on. J'avais un autre exemple, ça pour plus tard, qui concerne la santé au travail, parce que c'est pareil. Et régional. Je vous dis tout à l'heure si on a le temps. Oui, si on a le temps, Patrick. Pas de problème. Je voudrais redonner la parole à Laurent Sausset et à Olivier Joachim sur le logement, parce que selon l'INSEE, les tendances démographiques pour la Vendée, c'est 240 000 habitants supplémentaires en 2040, soit 7 à 8 000 ce qu'on appelle les néo-vendéens par an. Est-ce qu'on est capable, d'un point de vue du logement, de répondre à cet afflux, entre guillemets? Et est-ce qu'on construit toujours à l'horizontale ou à la verticale? Je ne sais pas qui peut répondre. Laurent, Olivier, Laurent. Olivier, je débute. Alors, c'est un vrai pari. Antoine Chéreau l'a évoqué tout à l'heure. Le pari de la construction, il est contraint aujourd'hui par différents facteurs. Le premier, ça a été évoqué, c'est la rareté du foncier. En tout cas, la parcimonie avec laquelle il faut le mobiliser. Parce qu'il faut du foncier pour le développement économique. Et la Vendée est en premier lieu concernée par ce développement économique. Parce qu'il faut préserver les terres agricoles. Et donc, effectivement... la capacité à loger en Vendée, on l'a, tout le monde s'y attelle, Vendée Habitat et bien sûr tous les autres acteurs, et je le répète, les acteurs privés en premier lieu. Un pari que nous avons, c'est effectivement d'accepter dans un territoire qui est un territoire de propriétaires, ça a été largement évoqué aussi. La maison individuelle avec le jardin. Bien sûr, c'est le modèle. Ça demeure d'ailleurs un modèle encore tout à fait d'actualité. Et pour autant, il faut réussir à loger de façon différente, avec, encore une fois, un usage du foncier maîtrisé. Et ça implique un peu plus de verticalité. Et cette verticalité, c'est un travail aussi d'acceptabilité de la population qui se fait par étapes. Pardon ? Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est le cas parce que ça a été très bien dit par mon voisin. Les élus sont particulièrement impliqués et ils portent la connaissance de ce dilemme. Ouais. Et donc, ils sont bien sûr force de proposition. La maîtrise du foncier, c'est avant tout les élus qui l'ont. Et donc, ils savent très bien que pour pouvoir réunir les différents paramètres de cette équation, il est nécessaire que ce foncier soit d'abord vu de façon très prévisionnelle et ensuite qu'il soit porté comme un projet de société. Donc parmi ceux-là, il y a l'acceptabilité et l'aménagement du territoire. C'est les facteurs clés. Donc aujourd'hui, la question du logement, c'est vraiment une question de vision politique, et principalement une vision politique locale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on a envie de s'installer en Vendée pour toutes les raisons qu'on a données, le bien-être, la mer, même l'intérieur des terres, est-ce que c'est attractif de dire vous ne serez pas en maison individuelle avec un petit jardin, mais vous serez en appartement ?
Alors, je ne sais pas si c'est attractif de dire que vous ne serez pas dans une maison et dans un appartement, mais il y a des très bons appartements, y compris en bord de mer et partout sur le territoire. Mais vous avez raison. Aujourd'hui, c'est une attente forte. Mais il y a aussi différents paramètres qui permettent de constituer ce qu'on appelle un parcours résidentiel, qui va favoriser d'abord l'arrivée sur un territoire, notamment lorsque c'est son premier emploi, ses premiers pas dans la vie professionnelle, qui vont ensuite être des accédants à la propriété. Et là, il y a différents outils qui le permettent. Et donc, finaliser le Graal, qui est l'atteinte du pavillon en bord de mer. Oui, et on sait aussi que le propriétaire est assez jeune quand il veut. Les jeunes aiment être propriétaire d'une maison assez jeune en Vendée. Olivier, je ne sais pas si vous voulez... Oui, moi je voulais rebondir sur les propos précédents. Je pense que l'enjeu, il est aujourd'hui de garder les jeunes actifs qui ont été formés en Vendée dans les entreprises vendéennes. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est un enjeu majeur pour les entreprises, pour le territoire, que de garder ces compétences sur le territoire. Et la question du logement, parmi d'autres, elle est essentielle. Donc aujourd'hui, oui, il y a des enjeux, il y a des évolutions sociétales, il y a des évolutions écologiques qu'il faut prendre en compte. Et puis, pour ça, à mon avis, il y a deux solutions. Il y a effectivement l'implication des acteurs. Le collectif, il s'applique également sur le logement. C'est évidemment un collectif d'opérateurs, de financeurs, de collectivités. On avait signé avec le département une convention sur le logement des salariés parce qu'on sent qu'il faut mobiliser toutes les énergies. Ça, c'est le premier enjeu, c'est que tout le monde, effectivement, ait cette vision. Du côté des entreprises, on le sait, le logement, ce n'est pas un temps court, c'est un temps long. Ça veut dire qu'on a aussi besoin de travailler avec les entreprises sur des perspectives à moyen terme. On lance un diagnostic emploi-logement qu'on va travailler avec les entreprises pour essayer de se projeter avec eux à l'échelle des bassins d'emploi pour voir quelles sont les évolutions. Est-ce que sur ce territoire, on a besoin d'investir, de financer des opérateurs pour investir sur ce territoire parce qu'il y a un enjeu et que massivement, on va avoir des besoins à 5, 10 ans sur ce territoire. Et puis le deuxième enjeu, c'est l'innovation. Il faut aussi qu'on puisse, on en a parlé tout à l'heure, il faut qu'on puisse faire un pas de côté sur certains dispositifs. On le sait, l'accession à la propriété, c'est un Graal, c'est un enjeu fort, c'est une envie forte, légitime des salariés et des Vendéens d'une manière générale. Eh bien, avec les opérateurs, avec Vendée Habitat notamment, on a travaillé sur un dispositif dont on est partenaire, qui est le bail réel solidaire, où on arrive à dissocier le foncier du bâti pour pouvoir rendre l'accession abordable dans un moment où elle ne l'est moins. On a beaucoup travaillé avec Guillaume Jean sur ce sujet également. Donc voilà, donc c'est ça aussi, innover, essayer de mobiliser les acteurs pour pouvoir produire du logement. C'est vraiment, si on veut garder ce modèle vendéen, ça passe aussi par cette capacité à faire bouger les lignes un peu sur le logement. Nathalie, à Océplast, les salariés qui sont à l'intérieur de l'entreprise, c'est principalement des Vendéens ou vous faites venir du 109, c'est pas très beau, mais... Je crois que je suis la seule à venir d'ailleurs. De l'extérieur. Ouais, c'est beaucoup des jeunes. Et on parle beaucoup de formation, mais en fait, nous, entreprises, on forme énormément. Et on n'a pas la chance, d'ailleurs, en Vendée, peut-être appel du pied à mon voisin de droite, on n'a pas de formation vraiment en plasturgie, par exemple. Et pourtant, Dieu sait s'il y a des entreprises qui sont dans ce domaine d'activité-là et qui ont ces besoins-là. Et donc, nous, on est quelque part obligés, mais c'est aussi une bonne chose parfois, mais de former en fait les équipes directement sur notre site et au métier. Et oui, les gens qui travaillent chez Océplast aujourd'hui sont des Vendéens, clairement. Qui sont là depuis longtemps ? Alors, on a l'âge moyen chez Océplast, c'est 36 ans et l'ancienneté moyenne, c'est 10 ans. D'accord. Donc, quand je vous dis que ce sont des jeunes, ils sont là depuis longtemps et ce sont vraiment des jeunes, ils ont démarré très jeunes. Et c'est vrai que voilà, notre enjeu, c'est de continuer aussi à les former parce que j'ai bien compris la rareté des compétences en Vendée. Je pense que c'est aussi une des problématiques, quelque part, en tant que chef d'entreprise auxquelles on est confronté régulièrement. Il y a certains métiers sur lesquels c'est très tendu. On parlait tout à l'heure d'agents de maintenance. On est quelques-uns à avoir besoin d'agents de maintenance. Donc, comment on les forme, comment on les accompagne aussi dans leur développement, dans leur carrière, etc. C'est des vrais enjeux hyper importants pour nous.
le virage environnemental que vous prenez, qu'Oseplace prend, notamment avec une nouvelle gamme, c'est ça, de bardage extérieur, c'est ça? Est-ce que c'est une donnée qui vous semble nécessaire pour qu'Oseplace soit plus attractif, et puis aussi que pour le métier? Alors en fait, déjà c'est pas vraiment un virage parce qu'en fait, non, c'est vrai. Les deux fondateurs d'Oseplace, quand ils ont créé Oseplace en 2002, avaient cette vision de faire de la plasturgie verte, comme ils disaient, et donc d'aller le plus vite possible et le plus fort possible vers l'utilisation de matières recyclées et de matières biosourcées. Donc moi, je m'inscris complètement dans ce virage-là. Par rapport au développement, en fait, il est important à 2 titres. Il est important d'abord parce qu'on est quand même dans un monde où on nous demande aujourd'hui en tant qu'entreprise de diminuer nos empreintes carbone. On demande à nos clients aussi, nous on bosse beaucoup dans l'univers du bâtiment, on demande aujourd'hui au bâtiment aussi de réduire son empreinte carbone avec l'ARE 2020, etc. Donc pour nous, c'est essentiel d'avoir bien ça en tête et de pouvoir travailler en termes d'innovation sur des produits qui sont complètement dans cette mouvance-là. Ça tombe bien, c'est le savoir-faire qu'on a développé depuis plus de 20 ans maintenant chez Oseplace. On sait travailler la matière recyclée, on sait travailler la matière biosourcée, on sait mélanger les deux. Et donc, effectivement, on a travaillé en innovation sur une nouvelle gamme. Mais c'est aussi important, d'un point de vue plus humain, là, pour le coup, c'est que je vois bien, moi, c'était déjà existant aussi ailleurs qu'en Vendée, les jeunes générations ont envie de s'inscrire dans des entreprises et dans la durée, dans des entreprises qui sont très attachées aussi à cette notion-là, à améliorer leur empreinte carbone, à travailler sur tous les aspects de la RSE. Bien sûr, c'est les aspects environnementaux, c'est très important, et puis aussi sur toute la partie, la dimension sociale. D'accord. Je rebondis, Guillaume Jean et Karen, notamment sur la notion touristique. Aujourd'hui, il fait 35 degrés. On est le 18 juin. Est-ce que c'est pour l'attractivité du territoire, est-ce que le réchauffement climatique est une donnée que vous prenez en compte? Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas à l'abri d'avoir la même température qu'à Dubaï au mois de juillet, quoi. Comment on fait? Non, alors en fait, vous savez, on a observé depuis plusieurs années que dès lors que les Français, alors vous savez, en Vendée, grosso modo, on a, Karen parlait tout à l'heure de clientèle étrangère, et c'est vrai il y a un gisement à l'étranger de touristes qu'on va essayer de capter pour faire venir en Vendée. Mais globalement, les Français qui viennent en Vendée, c'est le Grand Ouest et la région parisienne, pour faire simple. Néanmoins, depuis plusieurs années, on voit des gens du sud de la France qui remontent. Et notamment pour ces sujets-là. Comme vous savez, quand il y a l'année où il y a eu les feux de forêt en Gironde, oui. Eh bien, on a vu des touristes de Nouvelle-Aquitaine qui venaient en Vendée, parce qu'en effet, il y a ça. Et donc, les Français qui partent en vacances, et c'est vrai qu'avec la hausse du prix du carburant qui durera je ne sais pas combien de temps, qui va peut-être se calmer un petit peu, vont privilégier la France comme destination plutôt que l'étranger, eh bien, ils vont aussi aller dans des territoires où on a un climat relativement tempéré. Alors évidemment, il fait 35 degrés ici. Il y a 15 jours, 3 semaines, il faisait très chaud. Bon, ça, c'est une vague qui touche l'ensemble du pays. Mais évidemment, dans un choix de villégiature, de vacances, évidemment, ça compte. Alors on parle de la Vendée. Alors la Vendée, on est vraiment à la limite. Et évidemment, la Bretagne, quand la canicule de août de l'an dernier... Ils sont en canicule aussi, là. Voilà. Bon. Ouais. Mais évidemment, ça compte. Je vais demander à Alain Leboeuf de venir, parce que je crois que vous partez à 16h. Je vous laisse parler, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je me mets au milieu comme ça. Voilà. Bah oui, il n'y a plus de chaise. Non, mais je ne veux pas m'asseoir, il n'y a pas de souci. Non, bonjour à toutes et à tous. Oui, vous souhaitiez que je dise 2 mots sur l'attractivité, mais je pense que tu as tout dit sur l'attractivité, Antoine, c'est bon? Non, tu sais pas. Non, très simplement, oui, en quelques mots, merci d'abord de m'avoir gentiment invité, parce que quand on est président d'un département comme la Vendée, l'attractivité est le sujet sur lequel nous devons travailler tous ensemble. Mais bien évidemment, quand on a cette fonction et qu'on sait combien le département se dit attractif ou est qualifié de département attractif, je
très souvent à Paris avec mes collègues présidents de département, et il y a beaucoup de jaloux. Vous devinez pourquoi. Mais attention, l'attractivité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et donc c'est pour ça que vous avez raison de porter vos efforts sur un sujet comme celui-ci. Et nous, au niveau du département, eh bien, c'est une obsession. Et cette obsession, on la traduit comment ? Et on essaie de voir aussi pourquoi aujourd'hui il est attractif. S'il est attractif, la première chose, ça a été évoqué à plusieurs reprises, il y a l'océan. Alors même s'il y a réchauffement climatique, l'océan, c'est quand même plus tempéré que la Méditerranée. Donc de toute manière, on a un avantage là-dessus. Mais c'est un avantage qui peut être un inconvénient. Pourquoi je dis avantage-inconvénient ? Parce que j'entends des élus qui se plaignent parce que c'est tellement attractif que maintenant on veut mettre un péage sur le pont pour commencer à limiter. On va mettre des taxes sur ceci, cela, parce que finalement, cette attractivité peut aussi, à certains moments, eh bien, déstabiliser aussi nos populations, celles qui habitent ici. Ce département, il est attractif aussi, notamment par rapport à nos aînés. Et on le sait bien, on peut aller travailler à Nantes, on peut aller travailler à Paris, à Cholet, et puis quand on a fini sa période d'activité, venir à la retraite ici, c'est pas mal. Alors, en fait, entre 2000 et aujourd'hui, la population vendéenne a augmenté d'un peu plus de 33%. Donc on voit bien que les gens viennent chez nous. Ils viennent chez nous, d'une part, pour pouvoir passer une retraite paisible. Tant mieux, ils ont généralement, quand ils arrivent chez nous, un pouvoir d'achat qui est plutôt intéressant. Mais je n'oublie pas aussi, en tant que président de la collectivité qui s'occupe des solidarités, que 20 ans ou 30 ans plus tard, quand la dépendance commence à se manifester, qu'on fait appel aux structures publiques, à l'argent public, parce qu'il faut trouver la structure qui va permettre de prendre soin de la dépendance. Donc ça, c'est un sujet. Et puis le deuxième sujet de l'attractivité, c'est vous. Et ça, c'est pour ça que je voulais absolument venir cet après-midi. D'abord pour vous dire merci. Et puis d'abord pour, et deuxièmement, je veux dire, pour nous rappeler nos responsabilités à nous, élus, lorsque vous vous plaignez de dire « oui, mais attention, vous venez de le dire, mon entreprise, je ne vais pas pouvoir continuer à la faire prospérer parce que je n'arrive plus à trouver de main-d'œuvre. Et donc, c'est de votre faute parce qu'il n'y a pas assez de logements. » On entend ça aussi. Juste, quand même, pour votre information, en 1er juillet 2021, lorsque j'ai pris ces fonctions, avec l'ensemble des collègues, on avait été, pendant cette campagne, comme quoi les campagnes, ça peut servir, très alertés par vous-même. Et là, je vois Christine aussi, on a pris une décision. Ce qui n'avait jamais été fait avec Vendée Habitat, on a dit on va flécher une partie de nos budgets, 35 millions d'euros plus 5, 40, une quarantaine de millions d'euros que l'on flèche vers Vendée Habitat pour lui dire débrouille-toi, mais il faut construire des logements pour, comme ça a été très très bien dit tout à l'heure, pour les actifs. Donc vous voyez que cette attractivité, elle nous oblige. Et pour garder cette attractivité, il faut des politiques. Dans ces politiques, je parle de celles-ci qui sont très concrètes, mais je pourrais en développer d'autres. Je m'en vais tout de suite après remettre les trophées de la Vendée Arctique. Eh bien, il est important pour nous qu'on continue à faire rêver aussi ceux qui sont vendéens et ceux qui viennent habiter en Vendée. Je le dis souvent, pour quelqu'un qui viendrait arriver en Vendée parce qu'il a trouvé que c'était intéressant de venir bosser ici, il était venu en vacances 3 semaines, puis s'est rendu compte que c'était bien, puis qu'il y avait de l'activité, donc je vais revenir avec ma famille. Eh bien, un des réflexes, quand on voit ces gens-là qui, à Noël suivant, invitent la famille, les amis pour leur repas de Noël et commencent à dire « chez nous, il y a le Puy du Fou, il y a le Vendée Globe, c'est bon ».
va falloir que je leur remette un pins à ceux qui défendent la Vendée comme vous le faites. Merci beaucoup, Christine, c'était parfait. Et puis, évidemment, Patrick, merci de redire aussi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous êtes des entrepreneurs. Et dans les entrepreneurs en Vendée, il y a quelque chose. Vous savez travailler en réseau, mais ça a été très bien dit aussi, la réussite de vos entreprises, elle vous est due, mais elle est due aussi à ceux qui travaillent chez vous. Et c'est pour ça que je vais faire le lien maintenant avec une autre politique à laquelle nous tenons, c'est toute notre politique culturelle et sportive. Et pourquoi est-ce qu'on continue à aider nos associations au quotidien dans chacune de nos communes? Pourquoi est-ce qu'on continue à avoir un projet culturel comme ICAR, Guillaume, que l'on vient d'accueillir depuis un mois? ICAR qui est allé dans toutes les communes de Vendée. La culture en proximité. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus voir le petit concert, le lendemain, quand ils vont au boulot, ils sont heureux. Ceux qui pratiquent un peu le sport, la semaine suivante, eh bien, dans l'entreprise, ils ont aussi un autre état d'esprit. Je le dis aussi, nous travaillons d'arrache-pied pour toujours vanter le bénévolat, développer nos associations. Et je vous invite, vous, les entrepreneurs, chefs d'entreprise, à inciter vos personnels à le dire. Investissez-vous. Quand ils vous demandent une demi-heure, exceptionnellement, pas tous les jours, hein, mais exceptionnellement. Il faut savoir reconnaître que c'est une chance. Parce que celui qui est dans l'association et qui est barman ou qui est trésorier du basket, ben, je peux vous dire que quand ils comptent leurs petits sous le dimanche soir, ils comprennent des choses beaucoup mieux le lendemain quand ils sont dans l'entreprise. Et c'est cette alchimie qu'il faut que nous continuions à travailler ensemble. Patrick a dit tout à l'heure aussi une chose très importante. C'est cette relation entre le monde économique et le monde politique, en parlant d'Antoine. Vous avez bien fait de parler d'Antoine. Je le dis là aussi, je vois dans beaucoup d'autres départements des relations qui ne se passent pas comme ça. Je ne parlerai pas de Nantes, je parle de la France de manière générale. Combien de chefs d'entreprise soupçonnent l'élu, c'est des gens qui ne connaissent pas grand-chose, ils sont machin. Et puis combien d'élus disent « Oh, ben, le chef d'entreprise, hein, à part gagner du fric, etc. » Chez nous, c'est pas ça. Chez nous, on sait combien on est très interdépendants. On sait combien une zone économique, elle est importante parce qu'elle donne du boulot à ceux qui vivent chez nous et font vivre nos communes. L'autre avantage aussi de la Vendée par rapport à Nantes, je ne veux surtout pas viser quoi que ce soit parce qu'on a la chance d'avoir une métropole à côté de chez nous. Donc moi, je dis toujours du bien. Mais l'avantage d'un département comme le nôtre, c'est aussi une population répartie. Vos entreprises, elles sont sur toute la Vendée. Et nous allons continuer ça. La semaine prochaine, mardi soir, je serai à l'île d'Elle avec mes collègues pour annoncer que nous allons continuer à travailler les infrastructures routières pour développer l'économie. Et quand l'économie était bien développée, ça a été dit tout à l'heure, dans le nord, dans l'ouest, et puis sur la côte. Je pense énormément au sud aussi. Et donc je serai avec Sylvie Marcilly mardi, qui est la présidente de Charente-Maritime, pour dire que nous sommes en train d'avancer et nous commencerons les travaux dès le mois d'octobre prochain pour cette liaison forte entre Fontenay-le-Comte et La Rochelle. Et j'annoncerai aussi que nous ferons une 2x2 voies entre la sortie de Saint-Hermine et Luçon, qui doit devenir une centralité. Parce qu'on peut développer aussi l'économie dans ce sud Vendée. Eh bien, c'est tout ça. Après la fibre optique que l'on a pu aussi vous amener très rapidement dans chacune de vos zones d'activité économique, quelle qu'elle soit. Pas simplement dans la grande zone de Montaigu ou des Herbiers, mais dans chacune des petites zones de chacune de nos communes. L'attractivité, ça passe aussi par là. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est cette attractivité, on a intérêt de la protéger. On a intérêt de la cultiver et on ne pourra le faire qu'ensemble. Vous savez le faire, vous, dans vos réseaux d'entreprise,
C'est l'appel que je vous lance, c'est qu'il faut qu'on continue à le faire aussi entre le monde économique et le monde de ceux qui vous représentent dans nos collectivités, quelles qu'elles soient, communes, comités de communes, départements ou régions. C'est ce qui fait cette force de la Vendée. Je parle aussi des syndicats d'énergie, de syndicats d'eau, syndicats de traitement des déchets. Regardez comment on sait travailler ensemble. Et je finirai là-dessus, quand on me dit c'est quoi la réussite vendéenne, c'est ce que je réponds. Des hommes et des femmes qui savent travailler ensemble. C'est pour ça qu'on est attractif. Merci beaucoup. Merci Alain Leboeuf. Merci. Merci, on va continuer pendant quelques minutes encore cette première table ronde. Éric Guérardi, une question toute simple. Quand un étudiant finit sa formation à l'ICES, quelle qu'elle soit, est-ce qu'il reste sur le département? Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'il part à l'extérieur. Est-ce qu'il part? Est-ce qu'il revient? Quel est le profil, en fait? L'ICES forme des étudiants qui viennent de partout. On l'a dit. Mais ce qui est important, c'est que, tout à l'heure, la question était de savoir si c'était des Vendéens, pas des Vendéens. À l'ICES, on devient Vendéen. On devient Vendéen qualitativement, parce qu'à l'ICES, on va reprendre un certain nombre des qualités qui ont été évoquées tout à l'heure, de savoir-être, savoir se comporter avec les autres. Et savoir se comporter avec les autres, ça passe pas par des grandes leçons de morale, ça passe par de la vie collective. D'accord. On apprend un certain nombre de règles, on arrive à l'heure, on se tient correctement, et on sait se situer par rapport à l'autorité. Et cette façon aussi d'apprendre à vivre ensemble et d'apprendre à se comporter dans un environnement où chacun apporte sa contribution, ça, je pense, permet à un certain nombre de jeunes qui arrivent sans aucune culture de l'entreprise d'être prêts pour travailler dans une structure où ils vont être non plus des individus qui se regardent le nombril en le contemplant comme il est beau, mais être capables de vivre avec les autres. D'un point de vue quantitatif, à l'ICES, il y a chaque année à peu près 30% de Vendéens et plus de la moitié de nos étudiants qui viennent du Grand Ouest. À l'issue de leur scolarité, nous avons, selon les promotions, entre 44 et 53% des étudiants qui restent en Vendée. Ça veut dire qu'on fixe entre 15 et 20% de nos étudiants qui n'étaient pas vendéens d'origine, qui venaient de partout ailleurs, et qui vont rester en Vendée pour leur premier emploi. Donc ils intègrent une entreprise à la sortie de l'ICES, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Absolument. D'accord. Il y a évidemment des mécanismes qui fonctionnent partout, c'est le cas des mécanismes de l'alternance, qui permettent à des jeunes d'apprendre à travailler et d'apprendre leur métier dans sa partie très opérationnelle dans une entreprise. Donc s'ils donnent satisfaction, et on fait, nous, ce qu'il faut pour qu'ils donnent satisfaction, ils vont être recrutés, ils vont rester sur place. Mais il y a aussi le fait qu'on va leur donner envie de rester sur place et on va leur donner les moyens de rester sur place. Et le réseau des anciens compte beaucoup pour ça. Quand vous dites vous donnez envie de rester sur place, vous avez un exemple particulier? Bien, par exemple, un jeune qui vient et qui arrive à l'ICES pour être avocat d'affaires international. Ouais. On va lui expliquer que d'abord, il faut devenir un bon juriste, être sérieux, être compétent. Ensuite, il va falloir, en ayant la compétence, apprendre à être efficace, donc à travailler dans un environnement professionnel qui œuvre en délai contraint. Okay. On va lui apprendre aussi que travailler dans un environnement où on est pris en compte comme une ressource sur laquelle on va pouvoir compter. Non pas simplement comme un salarié, mais comme quelqu'un qui est partie prenante d'une collectivité. Ce que disait Patrick tout à l'heure. Absolument. Pour la confiserie. L'idée que quand on rentre dans un cabinet en Vendée, un jour on aura une place pour être associé. Alors que si on part se faire pressurer dans un cabinet parisien où on sera marié avec son travail parce qu'on aura une vie personnelle qui sera réduite à la portion congrue, on ne sera pas plus heureux
et même beaucoup moins. Donc, cette capacité à s'ancrer dans la vraie vie et pas dans l'espèce de mirage, c'est aussi ce que l'on fait à l'ICES en incitant dès la première année l'étudiant à faire un stage, à se rendre compte que c'est très bien d'avoir des rêves, mais que si ça doit être des idées reçues qui ne correspondent à rien et surtout qui ne permettent pas de vivre dans la vraie vie, ce sont des chimères. D'accord. Et cette logique d'une course éperdue vers... C'est ce qui crée l'instabilité professionnelle, c'est ce qui crée les déceptions, les dépressions, etc. Par une façon beaucoup plus réaliste, beaucoup plus concrète, beaucoup plus humaine d'aborder la vie professionnelle, ce qui n'empêche nullement d'avoir de très grandes ambitions, eh bien, parce que être associé dans un cabinet vendéen à 35 ans, c'est beaucoup mieux que d'être salarié dans un cabinet parisien à 45. Et cette façon de concevoir son avenir autrement, c'est en cela qu'on leur donne envie d'être vendéen. Donc aujourd'hui, on s'est fait Nantes et Paris. Pardon, j'espère qu'il n'y a pas de Paris. Parce qu'on n'a que 45 minutes. On n'a que 45 minutes. Merci beaucoup, Eric Garardi. Karen Alétru. Concernant le tourisme, est-ce que vous êtes en train de travailler pour attirer encore des touristes, tout simplement? Est-ce que vous travaillez des thématiques spécifiques, des nouvelles thématiques? Parce que vous dites là, il y a un truc à jouer. Alors, cette année, on a travaillé la thématique gastronomie. En effet, il y a un truc à jouer sur la gastronomie, le consommer local. Ah oui, vendéenne. Effectivement, avec 8 chefs étoilés, une montée en gamme, beaucoup de producteurs, la richesse du terroir. Effectivement, on a toujours le nautisme, qui est une filière phare, le vélo, on fait le tour de la Vendée à vélo. On a de nombreuses filières pour animer le tourisme, mais c'est vrai qu'on a encore des pistes à explorer et on voit que la gastronomie est une bonne, en tout cas, un bon levier pour l'attractivité. On reçoit beaucoup de journalistes actuellement pour ça. Cuisine actuelle, vous allez voir plusieurs reportages de la Vendée au niveau national, notamment en lien avec la gastronomie. D'accord. Patrick Rangeard, vous qui êtes au cœur du carburant, comment être plus attractif quand on a la confiserie Pinson? Est-ce qu'on doit changer? Est-ce qu'on doit évoluer dans les gammes, par exemple? Moi, je sais que vous êtes en train de travailler une gamme plutôt bien-être, c'est ça? Plutôt à... C'est pas des bonbons, c'est des compléments alimentaires dans les pharmacies, oui, à base de miel. On n'a pas d'innovation, donc tout le monde. Mais fait... le sucre, c'est dur, quoi. Ah oui, parce que pas de sucre, pas de gras, pas de sel. Des haricots verts et de brocoli, quoi. C'est sympa la vie. Hein. À la gastronomie, Karen, il y a peut-être un truc à jouer là-dessus. Hein. Ouais. Donc effectivement, le sucre, c'est pas facile, mais ça s'arrange pas. Il y a plein de facteurs qui me font penser qu'un jour on sera taxé parce que, comme Bruxelles et l'État français manquent d'argent et que nous, c'est pas bon pour le diabète, les dents et tout le bazar, donc il y a forte chance qu'un jour ils nous taxent. Donc, sur le sucre? Sur le sucre, oui. C'est déjà, les sodas, c'est commencé. Donc plus de bonbons ou moins de bonbons? Ah, vous pourrez en consommer, mais ils seront chers. Ce sera exceptionnel, ce sera pour les baptêmes. Et on s'oriente vers ça. Je pense. D'accord. Je pense qu'on se rend vers ça. C'est-à-dire que le bonbon, soit vous l'offrez, ou soit vous le consommez de manière. Un produit de luxe. Bon, je sais pas, un produit de luxe, peut-être pas. Non, mais ça deviendra un produit. Ça deviendra un produit un peu occasionnel ou exceptionnel qu'on consomme à une certaine occasion, ou à certaines occasions, je pense. Et donc nous, ça nous satisfait pas parce que ça fait pas beaucoup de volume. Voilà. Et donc, effectivement, l'entreprise, on l'oriente sur les 10 ans qui viennent sur deux sujets, deux axes. Je parle de 10 ans, vous voyez, donc on raisonne à long terme dans l'entreprise. C'est le chocolat, qui n'a pas du tout la même image. Et puis sur les sujets de confiserie, on va aller faire des produits plus santé, avec plus de miel. Et puis on va aller on est en passe de sortir pour en 2027 du strepsil, parce que le strepsil c'est un bonbon en fait. Ou le drill, voilà, c'est un bonbon, sauf que c'est bon pour la gorge, c'est vendu en pharmacie, et c'est sous blister. On vous paye ça une blinde, enfin bon, ça c'est autre chose. Donc nous on va faire ça aussi. Ouais. Mais voilà. mais ça veut dire... Pourquoi vous mettez en place ces nouvelles gammes? Parce que pour être plus attractif aussi? Je mets ça en place parce que c'est mon savoir-faire, et que si je fais rien, et que vous ne consommez plus de bonbons au sucre, je vais mourir. D'accord. Okay. Donc il faut se diversifier. J'ai pas envie de mourir, comme non, Nathalie. Ça m'intéresse moyennement cette affaire. Comme Nathalie qui se diversifie aussi. Oui, voilà. D'accord. Est-ce que vous auriez
on appelle ça des tips aujourd'hui, mais est-ce que vous auriez une idée pour que le département soit encore plus attractif qu'il l'est? Ou même une question, pardon, je dévie, oh là là, je tire le fil. Qu'est-ce que le département ne doit surtout pas changer pour rester attractif? C'est plutôt ça la question. Oula. Non, mais vous avez 5 secondes, quoi. Qu'est-ce qu'il ne doit pas changer? Il ne doit pas changer la façon dont son état d'esprit, d'être ouvert, d'être à l'écoute de ses concitoyens. Il faut qu'il fasse attention aux charges. Je ne sais pas s'il peut. Et puis, moi j'ai... Être entrepreneur en Vendée, c'est quoi? C'est d'avoir un état d'esprit avant de parler chiffres. Et on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, quoi. Oui. Alors, moi, j'ai une... Alors, c'est ma vision à moi. Donc, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Et je pense que les politiques et l'État, etc., pourraient s'inspirer. Moi, on essaie toujours à l'entreprise de prendre des décisions pour rester libre et indépendant. Alors, ça veut dire quoi, être libre et indépendant? Alors, et surtout, comment on juge qu'on est libre et indépendant? Vous avez 3 heures, pour le coup. Non. Ah merde. Et donc, moi, je pose seulement une question à laquelle on doit répondre. C'est la question la suivante. Je vous invite à réfléchir. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes nombreux de très grande qualité ici, on peut en parler après. Est-ce que je peux dire non? Si je ne peux pas dire non, suis-je vraiment libre? D'accord. Nathalie, vous êtes d'accord avec ça? Avec le fait de savoir dire non, oui, ça me semble hyper important. Il faut être capable de rester droit dans ses bottes et droit sur ses... Voilà, après, sur la question de qu'est-ce que la Vendée doit garder, on l'a pas mal évoqué, mais c'est vrai, moi qui ai vécu dans d'autres régions, cette étroite collaboration entre les politiques, les institutionnels et l'ensemble du monde économique, c'est une force mais incroyable. Et ça, je pense qu'il faut le préserver à tout prix. Et voilà, je vois les jeunes générations comme X40, voilà, ça doit être un de vos fers de lance aussi pour la suite. Je pense que il y a aussi beaucoup d'entreprises en Vendée qui vont être transmises, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, dans les années qui viennent. Et je pense que c'est aussi des réflexions qu'on doit avoir et qu'on doit commencer à préparer même dès maintenant, pour aussi anticiper ça et faire en sorte que cet état d'esprit-là, il reste, et avec aussi les politiques. Et je voyais tout à l'heure la dessinatrice, là... le blason de la Vendée, pour moi, résume énormément les choses, en fait, avec ces 2 cœurs. C'est-à-dire, moi, c'est ce que je vois bien en Vendée, c'est que les salariés, les équipes, vous, les dirigeants, tout le monde a le cœur en Vendée. Et ce qui est incroyable, c'est que vous mettez aussi la Vendée au cœur. Et je pense que c'est ça qui fait l'énorme force de ce territoire et qu'il faut savoir préserver et continuer à cultiver. Et qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour améliorer, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas faire fructifier cette attractivité, selon vous, avec votre regard de chef d'entreprise? Je pense que la plus grosse zone de risque serait de ne pas rester ouvert. Et je pense que cultiver l'ouverture à des personnes qui viennent d'ailleurs, à des compétences nouvelles, à des savoir-faire nouveaux, à de l'innovation, etc., ça me semble être essentiel aussi pour pouvoir continuer d'avancer et de développer le territoire et les entreprises en Vendée. Est-ce que vous êtes d'accord, Guillaume Jean, est-ce que vous êtes d'accord avec cette ouverture sur l'extérieur? En fait, ce qui a été dit, c'est très vrai. C'est-à-dire que moi, je pense que ce qui fait la force de la Vendée, quand on parle de l'esprit vendéen, alors on peut dire plein de choses, mais ce sens du collectif, c'est essentiel. Et je pense qu'il faut le garder. Mais en même temps, par rapport à les petites blagues sur je suis pas de Vendée, je suis de Vendée, etc. En fait, il y a d'autres territoires qui ont une forte identité, parce qu'au-delà de ça, c'est le sentiment d'appartenance qui fait la force et qui fait qu'on arrive à avancer ensemble. C'est-à-dire qu'on pourrait être un territoire, en effet, je veux dire, je ne vais pas donner de nom, mais il y a d'autres territoires en France ou ailleurs où là, ils sont très fiers, etc. Mais par contre, ils sont super fermés. Et nous, voilà, on accepte les gens qui viennent d'ailleurs et avec l'accueil,
on parle souvent en termes d'accueil touristique. Moi, je mets souvent en valeur l'accueil, mais globalement, on est plutôt des gens qui sont ouverts aux autres et qui acceptent et qui ont du cœur, justement, à faire partager leur modèle, leur façon de vivre, leur façon d'être aux autres. Et en fait, je pense que si on arrive à faire les deux, ça veut dire à garder notre identité, notre façon de travailler, etc. Et en même temps, à dire, un cœur, ça se contracte et puis ça se dilate. Et ben voilà, c'est ça. Et je pense que si on arrive à faire ça, et ben on aura gagné sur les deux volets. Olivier Laurent sur la partie logement, selon votre prisme, à travers votre prisme, est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer ou une marge de manœuvre à amplifier sur la notion d'attractivité ? Moi, je vais rebondir sur ce qui a été dit. Je pense que le collectif, il existe et il doit s'associer pour moi au terme d'ambition. Une ambition collective. Le mot n'a pas été prononcé, mais on sent qu'il est quand même présent dans toute la dynamique. Et je pense que sur ce collectif, cette ambition collective de faire rayonner le département à l'extérieur, de lui garder cette attractivité, il faut y associer, mais je sais que les élus en ont parlé et s'interrogent déjà sur le sujet, une vision prospective. Qu'est-ce qu'on fait dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on veut faire de la Vendée dans 10 ans? Quel modèle? Comment on exporte, le cas échéant, le modèle? Comment on le pérennise et on l'adapte à 10 ans? Et ces questions, en particulier sur le domaine du logement, qui est, je le redis, un temps long, on a besoin de se projeter pour pouvoir accompagner ce développement et garder et faire gagner cette ambition collective. Laurent ? Oui, tout à fait. C'est la conciliation de réponses à court terme à des besoins imminents avec une vision à plus long terme, une vision de l'aménagement du territoire vendéen. On l'a évoqué sur la question de l'aménagement foncier, mais également sur la question de la gestion de la rareté des ressources, du changement climatique. On a évoqué le changement de température de nos logements. Ça, c'est un enjeu, y compris lorsqu'on gère du parc qui a déjà quelques années. Donc tout ça, c'est des enjeux dont il faut pouvoir s'emparer rapidement, mais avec une vision prospective. Ça ne peut pas se faire sans effectivement une lecture couplée avec les élus, avec les chefs d'entreprise. On a aussi des enjeux de réponse technique à apporter. Aujourd'hui, on travaille de façon prospective sur des réponses qui sont parfois d'ores et déjà mises en place sur d'autres territoires et pour d'autres encore à inventer pour justement concilier la performance thermique des logements, maintenir des coûts. Lorsqu'on parle de logement public, notamment pour des jeunes générations, il faut maîtriser le coût des premiers loyers. Donc ça, c'est un travail aussi de recherche qu'il faut pouvoir conduire avec des entreprises locales. Et les jeunes générations là-dessus sont assez impliquées, que ce soit dans les entreprises ici présentes avec qui on collabore au quotidien, mais aussi dans nos jeunes générations qui viennent intégrer les bailleurs en particulier, ou les acteurs de la promotion privée que j'associe avec moi. Alors, je ne sais pas, on va terminer cette table ronde avec des questions, si vous avez quelques questions dans le public. Il n'y a pas de questions bêtes, il y a toujours des questions intéressantes. C'est les réponses souvent qui peuvent être plus bêtes. Mais non, mais c'est vrai, hein, soyons très logiques. Il n'y a pas de questions bêtes. Et la première question est toujours la plus difficile. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a des micros. Où ça? Là, juste là. Ah oui, pardon. Ouais. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport au logement des cadres supérieurs qui cherchent des logements tampons entre le moment où ils arrivent en Vendée, même si je sais qu'il ne faut pas trop faire. Bien près de la bouche. Oui, pardon. Donc, ces fameux logements tampons qui sont pour des familles de 3 personnes avec du pouvoir d'achat. Et c'est ce modèle de location-là qui manque énormément sur le territoire et qui empêche de faire venir des gens qui ont vu d'autres choses, travaillé dans d'autres industries et qui permettent aussi d'emmener d'autres visions et de faire grandir nos industries et nos technologies, etc., etc. Donc c'est plutôt là-dessus, je pense qu'il y a un vrai manque aujourd'hui sur le territoire, pour l'avoir vécu personnellement. Olivier, Laurent, est-ce que vous voulez réagir à ça? Ou quelqu'un d'autre d'ailleurs Effectivement, le logement qu'on appelle le logement SAS, c'est le premier logement en cas de mobilité professionnelle. C'est une phase très importante, qu'il soit pour un jeune apprenti ou pour un cadre supérieur. Il n'y a pas de solution miracle. Nous, on a un dispositif qui s'appelle Louer pour l'emploi
ce dispositif, il vise à accompagner des bailleurs, des investisseurs, mais également des entrepreneurs, des entreprises, pour rénover, mettre à disposition du logement pour pouvoir accueillir des salariés en mobilité professionnelle. On va accompagner le bailleur investisseur sur la mise aux normes de ce logement, si c'est un logement existant, la rénovation énergétique du logement, un coût de rafraîchissement, d'une part. On va le garantir dans sa relation avec le locataire, parce que le locataire salarié qui arrive en mobilité, il est souvent en période d'essai, ou il a un CDD, il n'offre pas forcément toutes les garanties. On va le garantir. Et puis, comme ce n'est pas la mission d'un entrepreneur, ce n'est pas son boulot que de gérer le logement, eh bien, on va l'inciter à passer par un professionnel de l'immobilier et on va l'accompagner dans la prise en charge des frais. L'idée pour nous, c'est de mobiliser du parc existant ou en devenir sur du foncier en cœur de ville, sur des logements qui sont vacants, qui sont à rénover, sur des immeubles. On a des entreprises qui se lancent dans ce dispositif, qui ont un bâtiment qui a été du logement, qui a été un bâtiment de réserve, qui est rénové pour y construire du logement, pour y loger ses salariés en mobilité. Le dispositif s'appelle Louer pour l'emploi, il est relativement récent. On a testé ce dispositif dans le secteur des herbiers, notamment. On a eu quelques logements, on a travaillé. On commence à avoir un parc de 400 logements à l'échelle des Pays de la Loire et on continue à développer ce modèle. C'est une réponse, ce n'est pas la réponse, mais c'est une réponse sur cette question spécifique. Laurent ? Alors, pas forcément sur la population des cadres, qui répond un peu moins au cadre réglementaire, dans le cadre au sein duquel évolue Vend'Habitat, mais en tout cas pour ce que vous qualifiez de logement tampon, c'est-à-dire des solutions intermédiaires pour des nouvelles recrues, le temps qu'elles stabilisent leur arrivée en Vendée. On a travaillé notamment avec un projet de territoire sur Montaigu, sur la construction d'un premier établissement qui s'appelle une résidence hôtelière à vocation sociale pour mobilité, qui sera de 103 logements, qui sera confié à un acteur associatif qui est présent ici, le groupe Établière, qui aura vocation à permettre l'arrivée, temps de poser ses premières valises pour des nouvelles recrues sur ce territoire. Quasi exclusivement dédié à des jeunes actifs, mais pas exclusivement des jeunes. Il y aura aussi la possibilité d'héberger des personnes qui seront dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ou le temps qu'ils fassent leur premier pas, qui cherchent un logement pour rapatrier ensuite le reste de la famille. Donc ça, c'est des dispositifs qu'on initie. Ce sera le premier en Vendée. Il ouvrira dans quelques mois maintenant. Et probablement que ce modèle se dupliquera sur d'autres secteurs où la tension locative le suscite. On va arrêter les questions parce qu'on va faire une pause, si ça ne vous dérange pas, pour enclencher sur la deuxième table ronde. Je voulais qu'on applaudisse les intervenants. Merci beaucoup pour l'attractivité. Merci. Vous pouvez poser mon micro.